Alors, imaginez un instant, et si, pour rendre une intelligence artificielle plus forte, il fallait commencer par l'affaiblir? Ça semble complètement contre-intuitif, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement le principe derrière le drop-out. C'est une technique qui a, sans exagérer, complètement changé la donne dans l'entraînement des réseaux de neurones. Bon, on va se poser une question qui, à première vue, a l'air un peu bizarre. Comment est-ce possible qu'un modèle qui devient super bon, vraiment excellent sur ses données d'entraînement, puisse au final être moins performant dans la vraie vie? C'est un peu comme cet étudiant qui connaît ses fiches par cœur, mais qui se retrouve complètement bloqué devant un exercice qu'il n'a jamais vu. Eh bien, cette mémorisation à outrance, c'est un des plus gros pièges en machine learning. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. D'un côté, on a la mémorisation. Le modèle est parfait, un vrai champion, mais seulement sur les données qu'il a déjà vues. Le souci, c'est qu'il est fragile. Face à du nouveau, il s'écroule. Et de l'autre côté, on a ce qu'on cherche tous à atteindre, la généralisation. Là, le modèle est bon. Peut-être pas parfait à 100%, mais il est robuste. Il sait comment appliquer ce qu'il a appris à des situations inédites. C'est cette robustesse, cette capacité d'adaptation qui est le véritable objectif. Alors, voilà le plan pour aujourd'hui. On va commencer par bien cerner le problème, le surapprentissage. Ensuite, on plongera dans l'idée un peu folle du drop-out. Après ça, on verra comment ça marche sous le capot, où on l'utilise concrètement, et pour finir, on discutera des cas où il vaut mieux l'éviter. Ok, c'est parti pour notre première section. Le surapprentissage, ou overfeeding, comme on dit souvent. On peut le voir comme l'ennemi juré de la généralisation. En gros, c'est quand un modèle, au lieu de comprendre les grandes règles, se met à apprendre par cœur chaque petit détail des exemples qu'on lui donne. Et quand je dis chaque détail, ça inclut aussi le bruit, les petites erreurs, les bizarreries des données. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est cette notion d'apprendre dès le bruit. Le modèle ne se contente pas de saisir la tendance générale, non. Il va jusqu'à mémoriser les anomalies, les petites erreurs de mesure, les coïncidences un peu bizarres qui se trouvent dans le jeu de données d'entraînement. Le résultat? Il devient tellement spécialisé sur ces données qu'il en perd toute flexibilité. Il n'est plus capable de s'adapter. Alors, la grande question, c'est comment on combat ça? Eh bien, la solution qui a émergé est une approche qui, de prime abord, paraît complètement dingue. Ça s'appelle le drop-out. Et l'idée de base est aussi simple que provocatrice. Pour que le réseau apprenne mieux, il faut qu'il en fasse moins. Oui, moins, c'est plus. On est en 2012. Une équipe de chercheurs, avec à sa tête Jeffrey Hinton, un des grands noms du deep learning, met cette idée sur la table. Et c'est une petite révolution. Parce qu'au lieu de chercher à simplifier le modèle ou à lui ajouter des contraintes, il propose de faire l'inverse. Le handicaper, le saboter activement, mais de façon contrôlée, pendant qu'il apprend. C'était une rupture totale avec la pensée de l'époque. Cette citation, tirée du papier original, met le doigt sur le concept essentiel. Le mot à retenir, c'est co-adaptation. C'est un terme un peu technique, mais c'est exactement le problème que le dropout a été conçu pour attaquer de front. Alors, la co-adaptation, c'est quoi au juste? En fait, on pourrait dire que c'est quand les neurones deviennent un peu paresseux. Ils s'habituent à travailler ensemble et se reposent les uns sur les autres. Un neurone se dit « pas grave si je fais une petite erreur, mon voisin va la corriger ». Il crée des sortes de petites bandes hyper efficaces pour une tâche donnée. Le problème, c'est que ces dépendances rendent le tout très fragile. Confronter un seul de ces neurones à quelque chose d'un peu nouveau, et c'est tout le groupe qui risque de se planter. L'analogie du basket est parfaite pour ça. Imaginez une équipe qui a un joueur star. Si, à l'entraînement, on met ce joueur sur le banc de façon aléatoire, qu'est-ce qui se passe? Les autres ne peuvent plus se contenter de lui faire la passe systématiquement. Ils sont obligés de prendre leurs responsabilités, de développer leurs propres compétences, le tir, le dribble, la défense. Au final, l'équipe entière devient plus forte, plus polyvalente. Eh bien, le drop-out, c'est exactement ça, mais pour les neurones. Il les force à devenir plus autonomes et compétents individuellement. Ok, l'idée est super, mais en pratique, comment ça marche? Comment est-ce qu'on met en place cette mise sur le banc aléatoire dans le code d'un réseau de neurones? Le mécanisme est en fait assez simple mais terriblement efficace. Imaginez, pour chaque exemple que le réseau analyse pendant son entraînement, on fait une sorte de tirage au sort. On décide quels neurones vont être éteints, désactivés temporairement. Donc le réseau se retrouve affaibli, amputé d'une partie de lui-même, mais il doit quand même essayer de faire une prédiction correcte. Ensuite, on calcule son erreur et on ajuste les poids, mais seulement des neurones qui étaient restés allumés. Et hop, pour l'exemple suivant, on refait un nouveau tirage au sort, on éteint d'autres neurones et on recommence. Et là, il y a un point absolument fondamental à comprendre, la différence entre la phase d'entraînement et la phase de test. Tout ce chaos, ce fait d'éteindre des neurones au hasard, ça n'arrive que pendant l'entraînement. Au moment du test, quand le modèle doit vraiment performer, on réactive tout le monde. On utilise le réseau à 100% de ses capacités. Mais, et c'est là l'astuce, pour compenser le fait qu'on l'a entraîné en étant affaibli, on applique une petite correction mathématique. On ajuste les poids pour que le résultat final soit cohérent.
Ce qui est génial, c'est que cette petite astuce revient en fait à faire une sorte de moyenne des prédictions de tous les milliers, voire millions de mini-réseaux qu'on a créés aléatoirement pendant l'entraînement. Et l'effet est spectaculaire, on le voit bien ici. Regardez à gauche, sans drop-out. Les détecteurs appris par les neurones sont un peu brouillons, redondants. On a l'impression que plusieurs neurones ont appris à faire la même chose. Maintenant, regardez à droite, avec le drop-out. C'est beaucoup plus net. Chaque neurone s'est spécialisé, il a appris à détecter une caractéristique bien précise et utile, une courbe par-ci, une ligne droite par-là. Les représentations internes du réseau sont bien plus propres et donc bien plus robustes. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça a marché en dehors des labos de recherche? La réponse est un grand oui. Voyons un peu où le dropout a fait ses preuves et comment l'idée a continué d'évoluer depuis. En fait, le dropout est rapidement devenu une sorte de couteau suisse de la régularisation. Il a permis de pulvériser des records dans des domaines hyper variés, la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale, la classification de texte, et même en biologie computationnelle. C'est vraiment cette polyvalence qui a fait sa force. Et l'idée de 2012 n'était vraiment qu'un point de départ. Elle a ouvert la voie à toute une famille de techniques similaires. Par exemple, on a eu Drop Connect qui désactive les connexions individuelles au lieu de neurones entiers, puis Spatial Dropout qui est super important pour les images car il désactive des régions entières. Et plus récemment, on a vu des approches encore plus sophistiquées comme le Curriculum Dropout qui ajuste le taux de sabotage au fur et à mesure que le modèle apprend. C'est un concept qui n'a cessé de s'affiner. Mais attention, le dropout n'est pas non plus la solution magique à tous les problèmes. Il a aussi ses limites. Et c'est super important de comprendre pourquoi, aujourd'hui, dans certains cas très spécifiques, on choisit de ne plus l'utiliser. Le premier gros inconvénient, c'est le temps d'entraînement. En introduisant tout ce bruit aléatoire, le dropout ralentit forcément l'apprentissage du modèle. Concrètement, ça veut dire que l'entraînement peut prendre 2 voire 3 fois plus de temps. C'est un vrai compromis à faire. Est-ce qu'on est prêt à payer un coût de calcul plus élevé pour obtenir une meilleure généralisation ? Et ça nous amène à la critique la plus moderne, qui vient du monde des fameux LLM, les grands modèles de langage. Le truc avec ces modèles, c'est qu'ils sont pré-entraînés sur des volumes de données absolument gigantesques. On parle d'une bonne partie d'Internet. Du coup, ils ne voient la plupart des données qu'une seule et unique fois. On appelle ça le pré-entraînement en une seule époque. Et dans ce cas de figure, le risque de surapprentissage de par cœur est en fait très faible. Le modèle n'a tout simplement pas le temps de mémoriser. Résultat, le dropout perd son utilité et peut même devenir un peu contre-productif. Et ce graphique illustre parfaitement ce point. On voit que pour des tâches en aval, c'est-à-dire après le pré-entraînement, les LLM qui ont été pré-entraînés sans dropout s'en sortent mieux. Ça montre bien une chose, le contexte est primordial. Une technique qui était une révolution dans un domaine peut très bien ne pas être la meilleure approche dans un autre. Alors, si on devait résumer, le dropout, c'est un outil hyper puissant pour combattre le surapprentissage. Son principe, forcer les neurones à être plus autonomes en les désactivant aléatoirement pendant l'entraînement. C'est aussi une façon très maligne de simuler la moyenne d'un très grand nombre de réseaux plus petits. Mais, et c'est le point important aujourd'hui, sa suprématie est un peu bousculée par les nouvelles méthodes d'entraînement, notamment celles utilisées pour les LLM. Et tout ça nous laisse avec une question qui dépasse un peu le cadre de l'IA. Le dropout nous a montré qu'introduire une dose de chaos, d'incertitude contrôlée, peut rendre un système final beaucoup plus fort. Si ce principe du moins c'est plus est si efficace ici, où d'autres est-ce qu'on pourrait l'appliquer? Dans d'autres technologies? Dans la manière dont on gère nos projets? Voire même dans notre propre façon d'apprendre? C'est une réflexion intéressante. La question reste ouverte.